Cette phrase du camarade Ahmed Sékou Touré vit encore dans le temps, une phrase chargée de sens pour la Guinée, mais aussi et surtout pour le joug colonial. Le doyen Alpha Tahiré Diallo, administrateur civil, est de ceux qui ont vécu cette page de notre histoire. Suivons ce témoignage au micro de notre reporter Tabansila. Le 25 août 1958 est la date qui représente la fondation des indépendances, non seulement de l'indépendance de la République de Guinée, de la Guinée française, mais également de l'indépendance de pratiquement toute l'Afrique noire et de plusieurs autres territoires qui étaient sous l'empire colonial français. Vous savez, pourquoi c'est très important le 25 août 1958, c'est que nous avons vu arriver ici à Conakry, ce jour-là, un jour pluvieux comme aujourd'hui, le général Charles de Gaulle, qui était le président de la France, président du Conseil du gouvernement de la France, qui est venu présenter son projet de communauté franco-africaine à plusieurs pays africains. Il a entrepris un voyage du 20 au 29 août dans plusieurs pays africains, dont la Guinée. En Guinée, il a été très bien reçu à l'aéroport avec un bouquet de fleurs de notre petite chérie Tanti Poupon, qui a été maintenant conduit de l'aéroport Bessia jusqu'à l'Assemblée territoriale de la Guinée française par le président Sékou Touré. Il a dit il n'y a pas de dignité sans liberté, a dit Sékou Touré. Il a dit ça et puis c'est déjà là, De Gaulle a sursauté. Et alors il a ajouté, c'est pourquoi pratiquement, je vais dire, nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. Ceci, alors, ça a été de très grandes surprises et non seulement De Gaulle, mais son entourage, ceux qui l'accompagnaient, tout le monde était tendu subitement. Donc il y a eu un silence dans l'assemblée. Un silence de mort, et tout le monde s'attendait, regardait De Gaulle, et les Français et les Guinéens, tout le monde avait les yeux sur De Gaulle pour voir sa réaction. Et alors De Gaulle s'est levé et nous avons parlé d'indépendance, a-t-il dit. Je dis ici, encore plus haut qu'ailleurs, que l'indépendance est à la disposition de la Guinée. Qui parle? C'est le général De Gaulle. En réponse au discours. En réponse au discours de Sékou Touré. Elle peut la prendre, dit-il. Elle peut la prendre le 28 septembre en disant non à la proposition qui lui est faite. Et dans ce cas, a-t-il ajouté, la métropole ne fera pas obstacle. Elle en tirera bien sûr des conséquences, mais d'obstacles, elle n'en fera pas, a-t-il dit. Avant d'ajouter, et votre pays pourra, comme il voudra, suivre la route qu'il voudra. La représentation nationale a revu à la baisse le budget initial de l'État, exercice 2018, adopté à l'unanimité par les députés. Une réduction de 11% a été observée sur les recettes par rapport à la projection initiale. Ce projet de loi des finances rectificative répond aux besoins du gouvernement de faire face à certaines préoccupations nationales. Abdoulaye Diallo. Comparativement à la prévision initiale 2018, les recettes du projet de loi des finances rectificatives proposé par le gouvernement sont revues à la baisse. Suivant la nouvelle proposition budgétaire, elles sont estimées à 16 434 milliards contre une prévision initiale de 18 537 milliards de francs guinéens, soit une diminution de 11%. L'objectif est de permettre à l'exécutif de maintenir et d'assurer la stabilité macroéconomique. Le budget, comme tout autre,
prévisions. Et il y a, chaque fois qu'il y a des réalisations en termes budgétaires, on constate des écarts souvent dus à certaines prévisions qui ont été élevées ou d'autres prévisions qui ont été faites compte tenu des contraintes qui n'ont pas pu être réalisées. C'est le sens même de la loi rectificative. Donc ces écarts constatés ont permis de ramener certaines dépenses à un niveau soutenable et recadrer les recettes qu'il faut, et ce qui nous amène devant l'Assemblée. À la fin du premier semestre 2018, des écarts sont constatés dans les projections budgétaires initiales. Des ajustements liés par exemple à l'augmentation du prix des produits pétroliers à la pompe à hauteur de 25%, le remboursement non prévu des arriérés domestiques, l'augmentation de salaire des agents de la fonction publique de 20% et la volonté du gouvernement de prendre en charge le financement du PNDS. Plan national de développement économique et social. Le gouvernement s'étant trouvé confronté à la satisfaction de ses revendications sociales, ne pouvait que demander à revenir vers la représentation nationale pour lui dire les recettes ont dérapé, l'économie nationale a été affectée tant au niveau intérieur qu'au niveau extérieur avec ces mouvements sociaux. Les recettes qui étaient attendues ne pouvaient plus être mobilisées. Et conséquemment, la dépense a augmenté avec les revendications sociales. Il fallait ajuster pour maintenir les engagements que le gouvernement a pris vis-à-vis de nos partenaires, que sont le Fonds monétaire et la Banque mondiale en particulier, sans oublier l'Union européenne, de maintenir un certain niveau de croissance pour améliorer les conditions de vie de la population. Dans ce budget révisé, les dons, legs et fonds de concours ont également baissé parce qu'ils n'ont connu aucune réalisation au cours du premier semestre 2018, une situation dénoncée par les députés. S'agissant de l'extraterritorialité de l'ANAIM, Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières, de l'ARPT, Autorité de régulation des postes et télécommunications et autres offices financiers, la représentation nationale invite l'exécutif à accélérer l'application de la loi relative à la gouvernance financière des sociétés. Autre sujet d'actualité, au port autonome de Conakry, le projet d'extension de la zone Est sera réalisé par la société chinoise tchèque. La concession scellée avec le groupe turc ne remet pas en cause ce projet de modernisation des infrastructures portuaires de cette zone. La direction générale explore en ce moment la possibilité d'un partenariat public-privé avec une enveloppe financière de plus de 700 millions de dollars. Fodé Camara pour en savoir un peu plus. Sur les différents corridors maritimes, les navires de dernière génération sont de plus en plus grands, des mastodontes des mers qui drainent des milliers de conteneurs. Face à cette exigence de compétitivité liée au curage du canal d'accès et du bassin portuaire, le port autonome se positionne pour accueillir les bateaux de grande capacité. Dans ce sillage, une convention de méga-projets a été scellée avec la société chinoise Kiek pour l'extension de la zone Est. Le port autonome de Conakry est destiné à un grand avenir, parce que nous avons plusieurs projets qui sont actuellement en cours de maturité et qui vont certainement commencer à être réalisés avant la fin de cette année, notamment l'extension du port de Conakry dans sa zone Est. C'est une convention qui est déjà signée avec une entreprise chinoise qui sera financée dans le cadre de l'accord stratégique entre la Guinée et la Chine. C'est un très gros projet de plus de 700 millions de dollars qui va régler tous ces problèmes d'engorgement au niveau du port de Conakry, des problèmes de compétitivité, des problèmes d'accélération des formalités administratives au niveau du port. Bref, il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Un autre chaînage, je dirais même deux, l'amélioration du dragage pour que le tirant d'eau soit plus important et que le port puisse accueillir des navires de plus en plus gros, donc que le port soit de plus en plus compétitif. À l'image des travaux de modernisation du port d'Abidjan, réalisé par la société tchèque, le méga-projet de la zone Est prévoit la construction de 3 postes à quai d'une longueur de 846 mètres et l'aménagement de 75 hectares de terre-plein. Contrairement aux rumeurs, l'exploitation du terminal conventionnel par le groupe turc Al Bayrak ne remet pas en cause l'extension de la zone Est
du port autonome. Aujourd'hui, j'ai fait un rendez-vous avec le monsieur ministre de Transport et aujourd'hui, on a parlé beaucoup de choses pour évaluer ce projet d'extension de la porte de la partie ouest de Conakry. Et maintenant, on assure que en fait, c'est le chèque. On va réaliser le projet d'extension de la porte de est de Conakry. Autre composante du projet d'extension de la zone Est, la réalisation d'une pénétrante routière de 4 km, dotée d'un échangeur connecté à l'autoroute, avec 2 heures de stationnement de 600 camions à conteneurs. L'actualité, c'est aussi Grand Kinkon, c'est le nom du futur barrage électrique de 130 MW, un projet du chef de l'État qui verra le jour à Pita. Il va résoudre le problème d'énergie en Moyenne-Guinée. Les études de faisabilité ont été réalisées par la société Yellow River Engineering. Nabi Kamara pour les détails. À 10 km en aval du Petit Kinkon, cette centrale hydroélectrique de 3,2 MW sur le fleuve Kokulo à Pita, le président de la République, professeur Alpha Condé, projette la construction d'un autre barrage de 130 MW. Son nom, le Grand Kinkon. C'est la société chinoise Yellow River Engineering qui a réalisé les études de faisabilité de ce projet en 21 mois. Hier vendredi, elle était devant les autorités du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique pour présenter son rapport. C'est un projet porteur pour la Guinée. C'est une centrale très importante. La position de cette centrale est très bien parce qu'il se situe sur un réseau interconnexion. C'est pas loin d'un poste de Pita qui va être construit pour le réseau Guinée-Mali. Pour une productivité annuelle de 443 gigawattheures, le Grand Kinkon viendra sans doute combler le déficit d'électricité au Fouta Jalon et accélérer le développement de cette région de la Guinée. Nous sommes en train de faire un réseau interconnecté. Quand on fait le réseau interconnecté, on n'a plus besoin de dire je produis pour telle ville, telle ville. Avant la fin de Grand Kinkon, ça trouvera que le réseau interconnecté, l'Insan-Fomi, Guinée-Mali, OMBG, OMBS sont finis. Donc, où que tu sois, l'essentiel est que l'énergie soit sur le réseau, il n'y a plus de villes concernées. Déjà, les autorités des premières préfectures bénéficiaires de la future centrale hydroélectrique Grand Kinkon saluent l'initiative du chef de l'État. Aujourd'hui, ici, après Kinkon, en 1966, déjà le barrage de Kinkon qui donne actuellement 3,4 MW. 3,4 MW aujourd'hui. Et après l'octroi, n'est-ce pas, par le monsieur le président, encore il y a quelques jours, n'est-ce pas, de 10 MW d'énergie solaire, n'est-ce pas, qu'il a obtenu en Inde. Aujourd'hui, que ce soit ce barrage de 130 MW qu'on est en train, n'est-ce pas, de finaliser ces études, dans les études qu'on est en train de finaliser, c'est vraiment une fierté pour moi, pour les populations de Pita et pour le peuple guinéen. Le coût de réalisation du barrage Grand Kinkon à Pita est estimé à 350 millions de dollars. Direction Kankan, la Mamaya, c'est aussi le développement communautaire. En plus du côté festif de la rencontre, le CD Djamanadia numéro 4 a dans son plan d'action 15 projets pour ces 5 années de mandat d'organisation de la fête de Tabaski. Ansoumani Toumani Kamara, reportage. Troisième et dernière soirée de la Mamaya 2018 à Kankan. Vous le constatez, le vert domine cette dernière soirée. C'est la couleur préférée par le Séré Yamanana Diaya numéro 4, le vert, symbole de la restauration du couvert végétal. Le grand défi aujourd'hui pour la Haute-Guinée, c'est l'aspect environnemental. Et c'est l'une des priorités de ce Séré, de reboiser les berges du fleuve Milo ici à Kankan. La protection de l'environnement, c'est l'un des projets des 15 que Séré Yamanadia a retenu pour ses 5 ans de mandat à la tête de l'organisation de la Mamaya ici à Kankan. Sur les 15 projets déjà planifiés, beaucoup seront exécutés au cours de cette première année. Il s'agit entre autres du réaménagement du grand cimetière de Kankan, de la construction d'une bibliothèque moderne ici, mais aussi le plus important, c'est cette académie Nko qui va être construite dans la cité de Nabaya, la ville qui a vu naître l'inventeur de l'alphabet Nko. Il s'agit de Suleiman Kanté. Voilà donc quelques grands projets
que Séré Diamanadia numéro 4 compte exécuter pour les 5 ans de sa mandature. Comme je vous le disais tantôt, la Mamaya n'est pas seulement d'esquisser des pas de danse, c'est aussi la conjugaison des efforts pour la réalisation des projets de développement communautaire. C'est dans cet objectif que le Premier ministre, chef du gouvernement, a au nom du président de la République procédé à la pose de la première pierre des travaux de construction du village de la Mamaya. Adi Camara nous signe ce reportage. Au-delà de son caractère festif, l'organisation de la Mamaya se veut désormais un creuset de réflexion et d'exécution des projets communautaires. C'est dans ce cadre que le Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana a procédé à la pose de la première pierre des travaux de construction d'un centre culturel intégré ici à l'ancien aéroport. On va construire un centre multiculturel dédié à la Mamaya qui va prendre presque 2 hectares. Dans ce centre-là, vous avez une arène. Cette arène-là, dans ça où on va faire la Mamaya, c'est 4 entrées. Elle symbolise les 4 portes de Kankan. Salamanda, Banankoroda, Timbonda et Banankoroda. Donc il y a au moins 7000 places. Derrière, on a un complexe. Ce complexe-là a des salles polyvalentes. Elles vont jouer non seulement le rôle pour le sport, mais aussi pour la culture. Et actuellement aussi, les gens apprennent la Mamaya dans des salles non adéquates, qui ne sont pas adéquates. Donc on va ouvrir une salle aussi dans ce complexe-là qui va permettre à ces gens-là d'apprendre la Mamaya pendant tout le temps de l'année. C'est une infrastructure qui viendra s'ajouter à d'autres pour aider les artisans et autres acteurs du secteur du tourisme à développer leurs activités afin d'améliorer leurs conditions de vie. Cette pause consacre l'intention du gouvernement d'institutionnaliser la Mamaya, d'en faire un élément vibrant de la culture, non seulement pour la Guinée, mais pour le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina, parce que la Mamaya va au-delà des frontières guinéennes. Nous faisons ce centre qui va pouvoir brasser culturellement les populations mandingues et au-delà du mandingue vendre la culture de la Guinée et qui va permettre à Kankan et aux populations environnantes d'avoir un lieu où ils pourront faire du sport, la jeunesse pourrait faire du sport, pourrait apprendre l'art, pourrait apprendre la musique, etc., etc. C'est un programme très ambitieux, mais nous avons l'instruction du président de la République de le mener à terme. D'ici, le Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana s'est rendu au centre de santé urbain, ici à Saint-Kéfara. Il a également procédé à la pose de la première pierre de la construction d'un forage. C'est une action entreprise par le gouvernement sous le leadership du professeur Alpha Condé en vue de permettre au personnel d'accéder facilement à l'eau potable. Attaché aux valeurs sociales, traditionnelles et religieuses, le Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana a rendu visite successivement au Sotikemo de Kankan, Elhadji Diomatene Mamadi Kaba, au grand imam Elhadji Almami Kaba et enfin le doyen de Chérifoula, Elhadji Mamadi Sigbe Chérif. Un autre détour à l'intérieur du pays, une stèle pour immortaliser la mémoire de Kissi Kaba Keïta, père fondateur de la ville de Kissidougou. Ce patrimoine historique vient ainsi valoriser cet homme qui fut un héros et un grand résistant face à la conquête coloniale française en pays Kissi. Mohamed Seya Souma, reportage. À Kissidougou, l'une des attentes des populations est satisfaite. Il s'agit de la réalisation du monument à l'effigie de Kissi Kaba Keïta. C'est le résultat de la détermination d'une plateforme appelée Synergie Nouvelle des Amis de Kissidougou. Aujourd'hui, l'heure est à l'inauguration de cette œuvre historique. L'ambition affichée est d'immortaliser le héros Kissi Kaba Keïta. La réalisation du dit projet, symbole de la cohésion et de l'unité nationale, a coûté plus de 105 960 000 francs guinéens, conçu par la base de nos cotisations et l'apport de M. Aboubakar Aïssata Diallo, le parent de SNAP. Si nous sommes présents ici, c'est parce que nous vivons dans la paix. Oui, la paix n'a pas de prix. Il est très difficile de l'acquérir ou de la reconquérir, mais très facile de la perdre.
Voilà pourquoi chacun de nous doit s'impliquer davantage pour la pérennisation. Érigé au grand carrefour de Kissidougou, le monument donne un nouveau visage à la ville. Les travaux d'aménagement extérieur prévus par le projet sont presque terminés. Autorités et cadres de la préfecture mesurent à sa juste valeur la portée de ce monument. Ce bienfait de la part de cette association prouve à suffisance le lien amical entre les jeunes de Kissidougou. Cependant, cette attitude de leur part ne nous surprend guère dans la mesure où ces jeunes font acte de responsabilité en acceptant de suivre les traces laissées par leurs ancêtres. Kissidougou, c'est la paix. Première chose. La deuxième chose, c'est la notion de synergie. Est-ce qu'il peut y avoir synergie sans entente? Je dis non. C'est pourquoi je voudrais remercier tous ceux qui, de près ou de loin, se sont mobilisés, se sont investis pour faire de cette cérémonie une cérémonie grandiose. L'inauguration du monument portrait du héros Kissikaba Keïta marque le début d'une série d'activités. Un carnaval géant sous le signe de la paix et de la cohésion sociale est au programme. Il sera suivi de la finale du tournoi de football organisé par la SNAC au stade Jean Djibril Leno de Kissidougou. Voilà, ce monument de ce héros rentre dans le patrimoine historique. L'aide à la réintégration des migrants à la base communautaire fait du chemin. À Popodara, zone pilote du dit projet, le maraîchage a été choisi comme activité prioritaire. Cette initiative de l'OIM est de soutenir les migrants de retour à atteindre l'autosuffisance économique et la stabilité. Falilou Diallo. On avait jugé nécessaire de partir faire un peu l'aventure avec les amis. Donc c'est dans ce but qu'on a été, on a vu un calvaire. J'étais avec un de mes grands frères qui lui il a perdu l'âme dans ça. En plus, ça a été un grand calvaire. Nous, à notre retour, on est devenus maintenant des sensibilisateurs au niveau de notre localité. Donc, si nous avons des appuis au niveau de l'OIM pour faire de telles actions, tout ce que nous devons faire, c'est de sensibiliser la population qu'elle accompagne. inde sous-préfecture Popodara koye pay koye fof kituɓe yawgol arta yahi soñji ko fi sabu ɓen joni nde tumbere ɗo sukaɓe ɗo wonɓe artude ɗo e yahuɓe arti fiɗum joni tumbere nde haldi fotti jamama fof joni nde tumbere e ittatake e ɗum ɗo ko fof haldi fotti moko paaɓe rewɓe duhiɓe suddiɓe fof haldi fotti ɗum. On a mis en place un projet communautaire à Popodara en étroite collaboration avec les autorités administratives et les représentants communaux pour la réintégration des migrants. Voilà, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous ce soir Madame Samira Yasni, la panafricaine. Elle est la présidente de la commission des femmes chargée des relations internationales du Parlement africain et de la société civile. Bonsoir Madame. Bonsoir, merci pour votre invitation.
C'est nous qui vous remercions. Bientôt, la conférence internationale du Parlement africain. La rencontre est prévue à Rabat, au Maroc. Et ce soir, vous vous trouvez en Guinée. Pouvez-vous nous dire quel est l'objet de votre visite? Oui, comme vous le dites, madame, c'est la prochaine conférence, la deuxième édition de la conférence de la société civile africaine se déroulera à Rabat du 18 au 22 décembre à Rabat sous le thème de migration et développement. Et la première conférence africaine de la société civile s'est déroulée à Conakry en décembre 2017. Et à ce moment-là, avec une large consultation des participants et du comité exécutif du Parlement, ils ont pris la décision que la deuxième édition se déroulera au Maroc. D'accord. Pourquoi avoir choisi le thème sur la migration? Parce que le thème de la migration, c'est un thème, c'est une problématique qui préoccupe toutes les pays africains d'une manière générale, et en particulier le Maroc, parce que le Maroc, il est considéré comme un pays de transit des migrants vers les migrants qui rêvent toujours de l'Eldorado européen, et par la suite le Maroc il a changé de statut de pays de transit en pays d'accueil et terre d'asile. Ok, il y a aussi, vous avez aussi choisi la MUFA de Ratoma comme point focal pour la sous-région. Pourquoi la MUFA de Ratoma alors que nous avons d'autres communes? Oui, nous, on n'a pas voulu exclure personne, mais simplement on a commencé à travailler, à procéder comme les Nations Unies. Quand il y a une conférence internationale, c'est des consultations, c'est des échanges qui se font dans chaque sous-région. Alors, comme vous le saviez, toutes les sous-régions préparent la conférence, et nous, on a opté pour la sous-région en Afrique de l'Ouest sera représentée par la Guinée et la société civile en Guinée. Et c'est la MUFA qu'on a choisie parce qu'elle a une représentation sur tout le territoire en Guinée. Et c'est une association qui est bien ancrée et qui est en relation avec la thématique de migration, parce qu'elle travaille avec les femmes dont les enfants ou les maris sont partis pour traverser la Méditerranée. D'accord. Que peut-on attendre de cette conférence? Est-ce que cela va changer le comportement des jeunes face à l'immigration? Nos attentes sont vraiment, après large consultation, nous attendons beaucoup de choses, parce que cette conférence va connaître la participation de presque de tous les pays africains, de toutes les cinq sous-régions. Donc chaque pays africain a des causes différentes d'un autre pays africain. Donc on veut associer toutes les composantes de la société civile africaine afin de nous présenter de présenter des études bien faites sur la migration auprès de leur pays d'origine. Et à ce moment-là, nous, on va discuter de ces problèmes, et on va adopter des recommandations très importantes. On va associer même des organisations internationales qui sont en relation avec la migration, comme l'Organisation internationale de la migration, comme le HCR, parce que vous savez, il y a deux types de migrants. Il y a des migrants qui fuient la pauvreté, qui fuient l'exclusion sociale, et on se trouve encore avec des réfugiés qui fuient la guerre, et ces deux catégories cherchent vraiment la survie. Nous devons vraiment mettre en place un mécanisme, adopter des recommandations pour que nos partenaires en Europe changent de regard
concernant leur politique migratoire et reconsidérer les causes de la migration en oubliant la migration choisie. Parce que vraiment, je trouve qu'au Maroc, le Maroc, il a fait beaucoup de choses en adoptant des lois concrètes pour préserver la dignité et l'amour propre des migrants. Partant de la Constitution de 2011, où il y a 5 articles qui sont en relation avec la migration. C'est la résidence pour la résidence des étrangers, pour l'asile, pour la non-discrimination, et aussi que les citoyens marocains sont considérés comme les étrangers demandeurs de régularisation de situation. D'accord. Merci bien, Madame Samira, la panafricaine. Avant de vous laisser partir, je veux juste savoir pourquoi on vous appelle la panafricaine. Ben c'est simple, c'est que depuis des années, j'ai adhéré auprès de plusieurs ONG internationales qui sont très actives en matière de promotion et protection des droits de l'homme. Et j'ai pris comme serment, c'est de défendre les droits de l'homme. Défendre les droits de l'homme en Afrique. Parce que c'est en Afrique où il y a les violations des droits de l'homme, il y a les conflits armés, il y a les personnes déplacées, il y a le problème le flux migratoire. Donc j'ai décidé de défendre les pays africains, les associations africaines via les associations dont je suis membre. Merci de défendre la bonne cause. Merci de défendre la bonne cause. Voilà, mesdames et messieurs, nous étions avec Madame Samira Yassni. Elle est la présidente de la commission des femmes chargée des relations internationales du Parlement africain et de la société civile. Merci, Madame. Merci, Madame. Okay. Le gospel, une musique d'inspiration chrétienne née aux États-Unis. Pour promouvoir cette musique en Guinée, un nouveau bureau vient d'être mis en place. Au-delà de leur dominante vocale, cette jeune association envisage d'œuvrer dans l'humanitaire. Ali Badra Kondé. Attendue depuis plusieurs années, l'unité des châtres chrétiens de Guinée a pour vocation de valoriser le gospel guinéen tant sur le plan national qu'international. À travers cette consécration, ces jeunes chanteurs pour le Christ sont désormais considérés comme les élus de l'Église au compte du ministère du chant. Au cours de l'exercice de leur mission, l'association des châtres de Guinée s'engage à prôner à travers des chants et louanges les messages de paix et d'unité nationale. Nous, notre but, c'est de mettre en paix tout le monde parce que le type de musique que nous faisons, c'est des messages positifs que nous envoyons aux gens. Donc les prisonniers ont besoin de nos musiques, tous ceux qui ont des problèmes. Même quand tu n'as pas de problème, tu as besoin du genre de musique que nous faisons parce que ça apporte la bonne nouvelle. Des pays comme le nôtre, le gospel est camouflé et nous avons pris l'initiative de pouvoir nous relever et prendre les flambeaux, essayer par la grâce de Dieu de partir de l'avant en valorisant la musique chrétienne en Guinée, au niveau surtout international. Le gospel est un genre de musique chrétienne avec des dominantes vocales selon la culture d'une nation. Pour atteindre ses ambitions, cette jeune association sollicite l'adhésion des différentes chorales des églises de la capitale. Une démarche soutenue par les leaders religieux chrétiens. Je demanderai à ces groupes de pouvoir prendre conscience que l'avenir du gospel se repose sur leurs épaules. Et leur vision doit être claire, ils doivent se sacrifier, ils doivent travailler et ils doivent mettre l'accent non pas sur la finance, mais plutôt sur le service de Dieu. Car personne ne peut servir Dieu et que Dieu les laisse comme ça. Le mot que j'ai pour eux, c'est de leur dire, le chemin à parcourir est long, il faut qu'ils soient courageux, il faut qu'ils soient adonnés, qu'ils aiment leur vision, qu'ils gardent le cap, et alors le Seigneur fera le reste.
Au-delà du ministère de la louange et de l'adoration à l'Éternel, l'association des châtres de Guinée envisage encadrer et former les jeunes talents. À cela s'ajoute le projet humanitaire qui consiste à la distribution des dons dans les hôpitaux et les prisons du pays. Page noire, Mohamed Tondon Camara, ancien journaliste, présentateur et premier directeur de la radio rurale de Kindia, a tiré sa révérence à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne. Un dernier hommage lui a été rendu avant d'être inhumé dans son village natal à Tondon. Le film de la cérémonie avec Marouf Ba et Isidore Gonana, Nanamon de Tunkarata. Il s'en va presque dans l'anonymat. Comme tant d'autres, Mohamed Tondon Camara, une ancienne icône de la radio nationale et de la radio rurale de Guinée, reçoit un dernier hommage de ses confrères après un long combat contre la maladie. Éloigné du service public depuis des années par la retraite, Mohamed Tondon Camara, journaliste présentateur, chroniqueur et encadreur, laisse un souvenir vivace de son professionnalisme. Célèbre locuteur en langue nationale Soussou, Mohamed Tondon Camara est de cette respectable génération qui a reçu et formé tous les grands noms et visages actuels de la presse publique de Guinée. Reporter, présentateur de journaux parlés et animateur d'émissions en français et en langue nationale, il est l'initiateur du magazine de 22 heures sur la radiodiffusion nationale. C'est pour rappeler à la Guinée que des gens ont été célèbres à la RTG sans travailler dans la maison de la RTG et que c'est grâce au magazine de 22 heures, Mohamed Tondon Camara a fait que des enseignants, des agronomes, mutés à l'intérieur du pays, soient des voix de la Guinée et qui portent les messages et les informations de la Guinée. C'est cela le magazine du dimanche de 22 heures. C'est cette initiative qu'il a eue. Nyam Maomi, tu m'écoutes à Zérekoré. Nyam Maomi est célèbre sans être dans la maison de la radio-télévision guinéenne. Ils étaient nombreux, 6 savanés à Kindia. Je crois que Kabakonde m'aidera ici, parce que quand Mohamed Tondon Camara est là, il faudrait rappeler ces noms qui nous ont tenus en haleine, qui pourtant ne faisaient pas partie du personnel de la radio-diffusion-télévision guinéenne, mais qui sont des célébrités et qui resteront des célébrités de cette Guinée grâce à cette initiative du magazine du dimanche. Le doyen Mohamed Tondon Camara a tiré sa révérence à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne il y a 6 jours, autour de la dépouille de l'initiateur du magazine de 22 heures à la radio nationale et premier directeur de la radio rurale de Kindia, des anciens collègues, des parents et des amis. La presse audiovisuelle perd un monument. Parce que j'ai appris de mes collaborateurs que doyen Mohamed Tondon a été un grand professionnel à la RTG qui a inspiré des générations. Il n'aura pas été égoïste parce qu'il a transmis ses connaissances à ceux qui font aujourd'hui la fierté de notre chaîne publique, la radio-télévision guinéenne. Ça, c'est le premier mot. Le deuxième mot, c'est lui dire merci. Merci pour ce service qu'il a rendu à la nation. Merci pour ce service qu'il a rendu à la RTG, pour avoir laissé là une de ses créations qu'on appelle le magazine de 22 heures sur la radiodiffusion nationale, le magazine national autrement appelé, qui est aujourd'hui un espace qui permet à la radiodiffusion nationale d'être en harmonie avec l'intérieur du pays. Pour toujours, Mohamed Tondon Camara sera cité en exemple dans l'histoire de la presse nationale. Il est conduit à son village natal à Doubrika pour sa dernière demeure. Ces grands historiens du quotidien laissent 7 enfants et 3 veuves. Il avait 73 ans. Repose en paix, grand combattant de la plume et du micro. Que son âme repose en paix. Amen. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de rester fidèles à la chaîne qui a pour mission de vous servir. Bon week-end en compagnie de nos programmes. Bonsoir à tous.